Bon temps des fêtes tout le monde, bienvenue dans ce En toute liberté édition spéciale de temps des fêtes 2024 avec qui vous allez voir notre émission spéciale justement avec tous nos collaborateurs de cette année en toute liberté, comme on a fait l'année dernière pour ceux qui étaient avec nous. On répète l'expérience cette fois-ci et c'est un épisode un peu spécial pour bien des raisons, autant positives mais également un peu négatives. Je vais prendre quelques minutes avant de commencer avec vous pour vous l'expliquer. Si vous n'avez pas écouté le dernier live, le dernier en toute liberté de Sensei Pascal Derry il y a quelques semaines, vous allez vous rendre compte que c'est aujourd'hui, c'est le tout dernier épisode dans toute liberté du podcast Yann et Frank. Ça fait depuis certain temps que j'ai mis mes chroniqueurs au courant. C'est une décision qu'on a prise en gang, et Frank, Yann et moi. Ça n'a rien à voir qu'on trouvait plus ça bon. Ça n'a rien à voir aussi que les chroniqueurs, on les trouvait mauvais. Au contraire, c'est vraiment une relocation de mon temps de travail personnel à moi au niveau du podcast pour davantage le focuser dans la prochaine année pour du contenu plus court qui vont être liés avec les différents articles qu'on va publier sur pilulerouge.ca. Comme vous avez peut-être vu la fameuse clip de 2 minutes et demie d'Éric Duhem qui parlait de Christian Dubé puis du système de santé que j'avais réussi à monter puis ça avait été ultra viral. Ben, c'est davantage de me donner davantage de temps pour focuser sur ce type de contenu-là. Sachant qu'en toute liberté, il prenait environ 10 à 12 heures par semaine à prendre. Et aussi du fait que la raison originale pourquoi Yann avait créé ce concept-là, cette émission-là parallèle au début, c'était vraiment pour donner un piédestal aux chroniqueurs qu'on invitait, donc Karim et plusieurs autres qui sont venus par la suite, pour lui donner davantage de visibilité et se faire connaître dans d'autres médias. Et c'est arrivé en grande majeure partie. On le sait, Jacinthe avait rendu à Radio-Canada, Karim est toujours là, mais passe également à Choix avec Pierre Couture une fois de temps en temps. Jonathan Poulain il est rendu chroniqueur également avec Dominique Moret à différents endroits. Et plusieurs également ont été connus. Je sais que mon ami José, qui est ici aujourd'hui, s'est fait beaucoup connaître par notre auditoire et l'aime beaucoup. Fait que ces gens-là ne sont aucunement mis dehors. Ils auront toujours une place dans notre podcast, même dans le show principal, s'ils veulent nous parler d'enjeux qui les tiennent à cœur. Sensei Pascal, ça se peut que son podcast qu'il avait fait à l'époque, était en anglais, va revenir exclusivement pour les membres Patreon VIP et VIP Plus en 2025. Et si ça vous intéresse, stay tuned. Et également, une fois de temps en temps, si ça lui tente, José Soucy va nous écrire certains articles qui vont être publiés, comme ceux de Francis Hamelin et bien d'autres, dans le Patreon pour nos auditeurs également. Fait que là, la nouvelle est passée. On fait ça vraiment festif tout en gang aujourd'hui. Fait qu'on part ça dans l'épisode spécial de En toute liberté de Noël 2024. Yes, sir! Toute la gang est là, au grand complet. Serge, Alicia, Keita, José et Karim. Bonjour à vous tous. Salut. Bonjour. Salut, Joey. Yes, sir. Bonjour. Je suis content de vous voir, sérieusement, parce que c'est ça, c'est un événement que, c'est ça, depuis qu'on l'a fait l'année dernière, on a vraiment eu du fun tout en gang avec, il y avait Jonathan, Jacinthe, Karim était là, bien évidemment, et Luce aussi, Luce Dano, qu'on les salue. Mais c'est vraiment une occasion alors de regrouper tous les talents dans toute liberté. Une dernière fois, mais who knows, peut-être qu'un jour on va repartir le segment pour X raison quand le podcast deviendra tellement gros qu'on va avoir 10 employés puis je pourrais leur faire un petit peu ici et là. Ça n'empêche absolument rien. Mais écoutez, je suis très content de faire ça avec vous pour la prochaine heure. Puis oui, peut-être expliquer un peu, Sensei Pascal va dropper dans l'émission plus tard au cours de l'émission dans la prochaine heure parce qu'il y avait certaines petites implications personnelles, mais il va dropper, inquiétez-vous pas, vous allez le voir une dernière fois avant la fin de l'année. Écoutez, je commencerai. On est vraiment en mode casual la soir. Là. On fait vraiment du tour de table, vraiment du fun en gang et quoi que ce soit. Je vais commencer un peu, parce qu'en fait, l'épisode, pour ceux qui nous écoutent, c'est obvious, mais pour ceux qui l'enregistrent d'avance comme nous autres, c'est pas, ça va être diffusé sur l'heure du midi le 31 décembre. Donc, ça vous donne une petite idée. Fin de l'année, dernière journée de 2024. Mais je voudrais vous poser la question, en fait, un petit tour de table. Votre meilleur moment de 2024, c'est quoi? Ça peut être sur n'importe quelle version, personnelle, politique, professionnelle, name it. Écoute, est-ce que vous êtes libre de discuter avec nous autres? Fait que je sais pas ce qui va commencer nécessairement. Moi, peut-être. Donner le temps de réfléchir. Écoutez, je vais commencer avec moi. Je vous dirais mon gros moment de 2024, écoutez, c'était pas prévu, mais je vais m'en souvenir toute ma vie comme étant la semaine A Star is Born. Là.
avec l'histoire de l'entrevue de Radio-Canada, de l'article qui a débouché sur l'entrevue avec Martineau à Cube Radio, qui a débouché avec l'entrevue avec Emmanuel Latraverse live à TV Nouvelles, qu'il y a eu ensuite la chronique à choix, qu'il y a eu ensuite mon passage à Boulevard avec Yannick Marceau par la suite que je suis allé voir. Fait que c'était une semaine assez remplie, mais j'ai réellement tripé. C'est de quoi qui était vraiment inattendu. Je m'y attendais pas. Je suis assez content quand même que ça a débouché sur certains médias plus traditionnels, notre message, surtout au niveau de Génération Ambition. Allez vous inscrire, devenez membre à mouvement générationambition.com si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment un moment de 2024 que j'ai vraiment trippé. Il y en a eu plusieurs autres. Écoutez, la soirée électorale américaine qu'on a faite sur le podcast était vraiment extraordinaire. J'ai vraiment trippé aussi. Plein d'autres comme ça, mais sinon, plus personnel, c'est davantage ça aussi. Fait que, écoute, je sais pas s'il y en a davantage. Serge? Ben, moi, je peux y aller. J'ai eu le temps de passer pendant que tu parlais. On va lui donner une chance. Ils n'ont pas lu les questions d'avance, c'est juste moi qui les connais. Fait que je les prends un peu au dépourvu. C'est ça. Non, mais c'est ça, comme l'année passée, les moves, tu sais, genre le highlight de l'année, c'était bon, je suis devenu mononcle 2 fois, mais cette année, c'était une année qui était un peu plus difficile au niveau personnel. Donc, je dis une fois de temps en temps dans le podcast, c'est ma conjointe a des. En fait, ça fait une couple d'années qu'on a des problèmes avec de santé puis le système, qu'on se fait barouetter à gauche puis à droite. Fait que finalement, on était capable d'avoir une résolution il n'y a pas très longtemps, donc en fin d'année, là, que ça finit bien, parce que justement après 10 mois d'attente pour une attente en chirurgie avec notre merveilleux système de santé. Donc, on a fini par avoir ça, donc ça, c'est positif quand même après genre beaucoup de stress cette année. Puis un autre positif aussi, genre, c'est que genre, avec Samuel puis Francis, on a commencé un autre petit projet de podcast, ça aussi, c'est Yann et Frank. Frank, là, les trois Afuera. On a bien du fun. Exclusivement pour les membres VIP+, sur Patreon. Un show avec Samuel. On vous demander aussi que Samuel Rasmussen est rendu depuis que le débrief n'est plus là. Ben, il est rendu avec les trois Afuera, c'est avec Serge. Yes. On met la scie à chaîne dans un gouvernement provincial ou fédéraux. Nice. Alicia? Yes, ben moi, je dirais c'est 2 petits volets cette année, côté plus personnel, là, qui ont été positifs. Ben, premièrement, on a débuté l'année là, avec notre première maison qui est un immeuble à revenus, en fait, là, dont un épisode qui a fait beaucoup jaser. Oui, ça avait beaucoup brassé. On s'était fait barouasser un peu dans cet épisode-là. C'est ça. Fait que c'était un beau projet là, avec ma conjointe qu'on a réalisé cette année. Fait que plusieurs défis qui sont venus avec ça, la gestion de locataires, des rénovations et tout ça pour 2 filles. En tout cas, pas trop manuel. Moi, je suis pas trop manuelle. Elle l'est plus. Fait que moi, je fais plus la gestion, paperasse, négociation et tout ça. Puis elle s'occupe un petit peu plus là, des trucs manuels. Fait qu'on forme une bonne équipe pour ça. Donc, ça a débuté l'année comme ça. Là, fait qu'un beau projet. Puis sinon, je dirais ça a été ma saison de voile, compétition, voyage et tout ça. Donc, on a pogné du mauvais temps. On a réussi à s'en sortir. Fait que des beaux apprentissages comme ça à travers l'été sur le fleuve. Puis, petit clin d'œil à l'automne avec le podcast, un nouveau petit projet pour moi avec vous qui a été super intéressant, puis qui m'a sorti un peu de ma zone de confort, puis que j'ai bien apprécié. Fait que voilà mes highlights. Yes. Keita? Enfin, pour cette année 2024 qui finit, enfin, quelque chose qui me rend fier, en fait, c'est j'ai eu à faire des recherches mettons, sur un thème qui m'intéressait vraiment, en fait. En termes de recherche pour mon essai, c'était sur l'étude comparative des motivations politiques et géopolitiques des programmes nucléaires de la Corée du Nord et de l'Iran. Et ça m'a vraiment aidé bien que je ne puisse pas aller sur le terrain là-bas pour collecter des informations, mais exactement lors de mes recherches quand même, j'ai découvert beaucoup de choses, étant quelqu'un dont les questions internationales que ça m'a permis de comprendre les enjeux géopolitiques de toutes ces guerres un peu, et puis des questions que je me posais très longtemps, pourquoi un État comme la Corée du Nord qui fatigue tout le monde, mais personne, les États-Unis y compris, personne ne bombarde ce pays-là pour neutraliser son programme et tout là. Fait que je me posais tant de questions, lors de ces recherches, j'ai trouvé des réponses à ces questions-là, ça m'a vraiment
aider à comprendre les enjeux internationaux sur non seulement la guerre russo-ukrainienne, mais aussi tout ce qui se passe dans le Nord et le Proche-Orient également. C'est quelque chose qui a vraiment, vraiment caractérisé, si je peux, mon année 2024. Et donc, je suis très, très fier. Ah, c'est nice. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, vous pouvez toujours écouter nos épisodes avec Keita les mercredis. Keita, il a la tête dans le bol à punch de géopolitique en longueur de journée. C'est vraiment un trippé de tout ça. C'est pour ça justement que je l'avais invité à l'origine de faire partie du podcast. On a vraiment des bons épisodes ensemble à parler de la géopolitique africaine qui est souvent oubliée dans un niveau mondial. C'est vraiment super intéressant. José? Écoute, ma vie personnelle est plate comme la pluie. Par contre, professionnellement, j'ai eu quelques succès cette année. J'ai gagné un prix de journaliste pour une de mes chroniques. J'ai également des chroniques à la radio locale ici, aux 2 postes de la radio. Je me suis fait beaucoup connaître avec Joey, la gang de Yann et Frank. Professionnellement, ça va bien. Pour le reste, je te dirais que je sais on n'est pas obligé de parler de sérieux, mais je pense que le game changer de l'année 2024, c'est sans l'ombre d'un doute l'élection de Donald Trump, qui change complètement la donne politique sur la planète. Ça reste à suivre. Je pense que l'année 2025 va être une année extrêmement riche en rebondissements. Ah non, absolument. Puis écoute, j'avais gardé une question un peu plus politico, mais je me suis dit, ouais, mais le temps que l'épisode sort, ça se peut peut-être que ça soit réglé. Ouais. Parce que une des questions que j'avais nommées, parce que nous autres, on enregistre, c'est ça, on est le 20 décembre pour l'enregistrement, puis c'est ça, j'allais dire, on fait un petit tour de table rapide, combien de temps reste-t-il à Justin Trudeau, mais il est peut-être possible qu'il soit déjà mis à qu'il est déjà plus là depuis une couple de jours dans l'avenir, on ne le sait pas, peut-être qu'il est encore là. Regarde, l'avenir nous... Mais son temps est compté, ça c'est clair. Ah, ça c'est sûr, on peut tous s'entendre là-dessus. Je serais quand même surpris qu'il démissionne pendant le temps des fêtes. S'il démissionne, ça va être dans le début de l'année prochaine, d'après moi. Mais ça nous ferait un beau cadeau pour le 25, par exemple. Oui, ça serait le cadeau de l'année pour tous les Canadiens. L'ensemble des Canadiens. Yes, sir. Karim? Ben, moi, je vais y aller avec un événement, c'est-à-dire, c'est pas nécessairement des événements positifs ou négatifs. Là, je voudrais aller au-delà de ça, un peu des événements forts, disons. Mm-hmm. Et parmi les événements forts, je vais en nommer un triste et un heureux, disons. C'est tout Karim. L'événement triste, ben, c'est la chute drastique de la CAQ dans les sondages. Pourquoi? Tu sais, je le sais pas pourquoi, puis c'est pour ça qu'on peut pas empêcher un cœur d'aimer. Je veux dire, et là, c'est complètement irrationnel. Je déteste les politiques de François Legault. J'aime pas qu'est-ce que son parti représente, mais à travers les années, j'ai développé un certain attachement pour le personnage. Tu sais, c'est peut-être le fromage quick, le fait qu'il se promène avec des poutines, sa façon de parler saccadée. Je me dis, on aura peut-être de mon vivant, j'aurais plus jamais la chance d'avoir un premier ministre que je trouve vraiment drôle à regarder. Il fait marcher des poupons, c'est quand même spécial ce que le type est capable de faire. Donc ça a été un événement triste pour moi, parce que là, probablement qu'on ne le reverra plus dans l'arène politique. Ça, c'est l'événement triste. L'événement heureux, ben je vais rembarquer, je vais prendre la balle au bon, c'est même pas prendre la balle au bon, là, c'est dire exactement la même chose que José a dit. Difficile de passer à côté de ça, c'est l'élection de Donald Trump. Pourquoi? Et là, c'est indépendamment de la personnalité. On peut aimer, on peut pas aimer. C'est politique interne avec les tarifs sur le plan économique. Je suis pas un fan de ça. Mais c'est très difficile, domestiquement parlant, nationalement parlant, de pouvoir bien s'épanouir puis de pouvoir amener des politiques économiques puis des politiques de sécurité lorsque l'ensemble de la planète va pas bien, lorsque tu as des tout croches un peu partout qui vont bloquer des mers, qui vont intercepter des détroits, lorsque la planète s'embrase, et durant son dernier mandat, Donald Trump a prouvé qu'il était capable de le faire. Maintenant, comme José dit, on va voir, peut-être que d'ici 1 an, on va être très déçus, mais je pense, à l'heure actuelle, quand on regarde, le président des États-Unis, c'est symboliquement l'empereur de l'Occident. À partir de ce moment-là, avec ce qu'on nous présentait comme potentiel empereur de l'Occident, je pense que c'est celui qui a démontré qu'il est possiblement capable de, disons, calmer les choses sur la planète pour faire en sorte que le monde se stabilise, et ça serait bénéfique pour nous puis pour beaucoup, beaucoup d'autres pays à travers la planète. Absolument. Regarde, juste pour toi, Karim, je te fais plaisir. Je me suis acheté du fromage. Non, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, ça, c'est un beau fromage cadeau, en grains, fromage en crotte, fromage quick. Comment vous appelez ça, ce fromage-là, vous autres?
il est quand même spécial. Ah, ben spécial. Il fait mon oncle en mot, t'as dit pareil. Ben, je pense que j'ai l'impression que c'est pour ça que tant de monde l'ont aimé, c'est qu'ils sont tellement. Sans vouloir insulter personne, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont vus en lui. Monsieur Premier ministre, on l'aime parce qu'il est humble. C'est un peu ça. Mais c'est un grand démocrate. Mais c'est un grand démocrate aussi. Quand tu gouvernes au sondage, comment tu veux être plus démocrate que ça? Tu donnes au peuple ce qu'ils veulent. C'est une façon de voir les choses. Pendant la crise covidienne, je n'ai pas trouvé tellement démocrate que ça, mais ça, c'est un autre problème. Ah, mais il regardait les sondages. Ça, c'est nous autres. Oui, mais non, mais je regarde les gens comme mes parents, je veux dire, ils ont été envoûtés, puis genre, il nous a sauvés, il était tellement bon, puis tu pourrais pas voter Éric Duhem. Je n'aime pas Éric Duhem. Pourquoi? Je sais pas. Okay. Il pas ses taxes municipales. Comme j'avais dit dans un de mes bulletins de nouvelles, il dit, puis quelle raison il nous donne quand il dit que je ne veux pas voter pour lui? Il dit, je l'aime juste pas, lui. Ouais, c'est ça. Il va falloir prendre un peu plus d'informations pour ça. Avant de passer à la prochaine question, écoute, autant que ça va être de l'actu un peu vieille pour les auditeurs, mais c'est quand même un peu intemporel. Fait que je trouvais ça, puis ça m'a mis un peu en joie le vert quand j'ai vu ça sur Twitter passer, article de Radio-Canada. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. C'est juste pour le fun, là. Article de Radcan. Au Québec, le chauffage au bois tue 3 fois plus que les accidents de la route. Une étude de Santé Canada révèle que les particules fines provenant de la combustible résidentielle provoquent plus de décès prématurés au Québec que toutes les autres pollutions réunies. Ça, c'est le genre de nouvelle qui doit faire tilter notre cher maire de Québec, Bruno Marchand, parce que lui, c'est un peu pour ça qu'il avait fait son interdiction des foyers au bois dans la ville. Parce que là, supposément, on sauve 110 personnes par année. On peut rien faire, quoi. Une affaire comme ça. Et étrangement, ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'avais gardé une cote de Bob Côté il y a une couple de mois. Je me disais, elle va être merveilleuse une fois de temps en temps, cette cote-là, puis ça résume tout. Moi, j'ai une réaction dès qu'on veut se mêler de ce qui se passe dans ma maison. Comme dit un Texan, je dis back off. Je ne permets pas qu'on rentre dans ma maison pour me dire quoi faire. Fondamentalement, est-ce qu'on peut nous laisser vivre tranquille dans nos maisons, dans nos appartements? Est-ce qu'on peut éviter d'avoir des idéologues qui viennent coloniser notre vie privée avec leurs obsessions? Pas mal ça. C'est ridicule, là. Je veux dire, les particules, ben oui, je veux dire, les particules, il y en a, puis oui, des feux foyers, ça va créer des particules, mais à un moment donné, genre, il y a plein d'autres problèmes. On vit quand même plus vieux, plus en santé. Mais tu sais, tu regardes les particules fines, des voitures électriques. On a fait un épisode puis moi, Serge, sur les particules PFAS. Ben, ça doit rentrer là-dedans, là, la combustion. Pas vraiment. C'est vrai que c'est pas du microplastique, là, mais quand même. Non, c'est ça, mais je veux dire, les voitures électriques est plus lourde, elle use des plus vite, elle crée plus de microparticules, mais ça, c'est pas grave, on va tout changer à l'électrique. Tu sais, à un moment donné, c'est toujours une balance, là, tu sais. Fait que, c'est parce que l'article est insignifiant. Mais le titre, du moins, j'ai pas lu cet article-là, mais le titre est très insignifiant. C'est-à-dire, tu vois clairement en arrière de ça, il y a une volonté d'interdire quelque chose. Ça, c'est sûr. Mais là, c'est pas parce que quelque chose, est-ce que scientifiquement parlant, ça se tient ce qu'ils disent? J'ai aucune idée, j'ai pas lu ces études-là. C'est pas mon domaine d'expertise. Mais même si c'était vrai, ben à ce moment-là, regardez le tabagisme, regardez l'alcool. Je veux dire, regardez le fast-food, regardez, je veux dire, la nourriture transformée, regardez. Si on s'arrête à dire parce que quelque chose tue plus que quelque chose d'autre, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, sur une échelle longitudinale, ben on va se mettre à interdire à peu près tout dans la vie. Là. C'est toujours le rapport, qu'est-ce qui est le plus important par rapport à l'autre. Et les accidents de la route tue plus que d'autres choses aussi. Est-ce qu'on va interdire le fait de conduire? Donc, il s'essaye. Sur le plan de la logique, c'est complètement insignifiant comme titre. Un que t'as passé proche de tuer sur la route, Karim, c'est Frank, parce qu'il m'a avoué qu'il écoutait notre gala, les Joey et Karim d'or cette semaine. Mais supposément qu'il riait tellement, il avait tellement de fun dans son char, il est passé proche pour pogner le clou. Ah ouais, c'est vrai. Je m'en serais voulu qu'il arrive quelque chose à Frank, parce qu'il faut dire une chose, Frank, il fait le travail c'est presque plus difficile que président des États-Unis, ce qu'il fait comme travail. Dédomiser le Québec. Je veux dire, quand tu te donnes ça comme objectif dans la vie, il faut que tu aies les reins solides. Puis il faut que tu aies de la résilience et que tu sois prêt à endurer, parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais peut-être qu'un jour, on va
Peut-être qu'un jour, il va être récipiendaire quand il va être très vieux, puis moi, je vais être très vieux, d'un style de Joey et Karim d'or. Un vrai dôme d'or. De l'accomplissement du 21e siècle. Là. Ah non, absolument. Écoute, prochaine question. Là, on est plus dans... Là, parce que vu que c'est temps des fêtes et compagnie, je me suis dit, pourquoi pas? On va rester dans le thème, bien évidemment. Justement, moi et Serge, on est en mode full thématique, en plus, pour en parler un petit peu. Avez-vous une tradition de Noël ou du temps des fêtes plus personnelle? Dans le sens que, c'est-tu, mettons, une genre de tradition familiale ou de quoi... X, Y, Z que vous faites un peu hors des traditions classiques, là, le sapin de Noël, puis le souper le 24 au soir, puis je sais pas, la tourtière pour certains, la dinde pour d'autres. Moi, personnellement, j'en ai déjà parlé un peu avec certaines entrevues sur vos podcasts respectifs, c'est que moi, depuis quelques années, j'ai parti ma propre petite tradition personnelle, puis ça va commencer demain, parce que vu que justement, je vais être en congé, je vais pouvoir faire de la popote, je fais une sorte de gâteau que je fais une fois par année. Ça fait 3 ans que je le fais. Je fais un gâteau au fromage au Nutella. Que j'ai trouvé une recette sur Internet. Puis la raison pourquoi je la fais une fois par année, c'est que de un, c'est spécial. Puis de deux, c'est tellement riche ce gâteau-là que tu peux pas en faire plus qu'une fois par année. Je vais prendre genre 30 livres. Là, ça marche, ça n'a juste pas d'allure. Là, le fond en biscuit Oreo, le fromage à crème Nutella, la ganache au Nutella, puis les morceaux de chocolat noir 80% sur le dessus. C'est chocolate all the way, puis c'est bon, mais c'est riche en calvaire. Fait que je le fais une fois par année, puis c'est vraiment, vraiment le fun. On mange avec la famille, puis c'est vraiment comme ma petite tradition personnelle de Noël. Je sais pas si... ça peut être pas obligé d'être culinaire en passant. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Là, un trip quelque part, ou la messe de minuit, je sais-tu. Je sais pas s'il y en a qui veulent s'essayer. Écoute, moi, sincèrement, j'ai aucune tradition, donc je ne vous ferai pas perdre votre temps là-dessus. Là. Moi, mon Noël cette année, j'ai pas les enfants. Fait que ça va être assez tranquille, merci. Donc, j'ai rien. Un petit tour à Rivière-du-Loup, José? Non, ben, je dis, moi, mes parents sont décédés, ça fait que je vais possiblement passer ça tout seul, puis ça me dérange pas en passant. Là. Je vais écouter La Famille Souci, puis je vais être super heureux. Bon. Je présume que ceux qui m'ont entendu ne savent pas c'est quoi La Famille Souci. Là. C'est le reel de Rivière-du-Loup, notamment. Hein. Vous irez faire des recherches sur les internets. sur Google, comme disait Jean Charest. Oui, exact. Oui, écoute, avant de revenir à cette deuxième question, moi aussi, comme José, je n'ai pas de tradition foncièrement à faire à l'occasion de cette fête de Noël, mais je voudrais juste rebondir un peu sur l'article que tu nous as montré là. Oh, ouais, vas-y. Moi, je pense qu'il faut nuancer un peu. J'entends bien qu'on veut être libre, on veut être indépendant, on ne veut pas que le gouvernement dans nos vies privées, notamment jusqu'à la maison, comme l'audio qu'on vient d'écouter ensemble. Mais l'idée même de l'État part de ces principes-là. Si on se réfère de principe de contrat social de Jean-Jacques Rousseau, en fait. L'État sert à ça, évidemment. Si l'État ne peut pas prévoir, ne peut pas mener des études sur nos conditions de vie et comment nous vivons en société et prévoir des mesures pour préserver nos vies, et je pense que l'État perd l'une de ses prérogatives, l'une de ses essences, en fait, essentielles. Je suis d'accord avec toi, Keita, là-dessus. C'est que moi, mon but, c'est pas de dire arrêtez de faire des études là-dessus. Au contraire, s'il y a de quoi qu'on sert dans notre vie de tous les jours puis qui peut être nocif pour la santé, je pense que c'est une question de santé publique, justement. C'est très intéressant de le savoir. Par contre, c'est un peu le réflexe québécois, puis on en parle à longueur d'année, c'est que c'est toujours le même réflexe d'interdire ci, puis d'interdire ça, puis de ci, puis de ça. Puis autant que des fois que c'est vrai, ça mérite de le faire, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, le but, c'est pas de dire qu'il faudrait jamais interdire absolument rien, c'est pas ça du tout. Mais c'est juste que c'est tout le temps... C'est majoritairement plus souvent le réflexe du bâton et rarement la carotte. Puis c'est sûr que dans ce cas-ci, tu dis, OK, il y a un problème au niveau des poêles à bois, alors qu'on s'entend dessus que José pourra en parler longtemps, à quel point ça fait partie de notre folklore. Là, puis ça date pas d'hier qu'on sert de cette technologie-là qui est pas jeune, mais qui fait un peu partie de nous autres ou quoi que ce soit dans nos chalets. Autant on a des systèmes à chauffage électrique ou au gaz naturel, sauf si vous habitez à Laval. On a ça de moins en moins, mais je pense qu'au contraire, puis la crise de la pandémie nous a beaucoup posé cette question-là, c'est jusqu'où on va pour la sécurité. Tu sais, Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média disait souvent que le Québec, on a peur du risque. Mm-hmm. Le risque d'être en danger, le risque de faire telle affaire, le risque de mourir. Être conscient des risques, c'est une chose. Mais de temps vouloir faire pour absolument être comme dans un genre d'éternel bubble wrap que jamais, peu importe la moindre chose qui nous menacerait
ou qui pourrait réduire notre espérance de vie d'1 an ou 2 ans, il faut quasiment placarder tout ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis en faveur plus d'une population qui est informée. S'il y en a comme moi qui ont des problèmes, mettons, plus respiratoires ou quoi que ce soit, puis se diraient, ouais, finalement, pour là-bas, peut-être pas. Parfait, c'est votre choix. Si vous voulez pas en avoir, vous voulez pas en avoir. Par contre, commencez à faire un genre de bord en bord, peinturé all across the board, puis on bannit ça au nom de tout le monde, au principe de la sécurité publique. Je trouve que c'est un peu comme l'excuse du National Security Risk aux États-Unis, toutes les interdictions puis les lois plus antidémocratiques. Je trouve que c'est une excuse qui est peinturée plus large, je trouve. Moi, j'aurais tendance à renchérir là-dessus en disant, c'est pour ça que je disais que le titre, je le trouvais insignifiant, c'est de faire un comparatif avec la route. Un titre plus intéressant, ça pourrait être, exemple, si vous êtes asthmatique ou vous êtes asthmatique, vous avez des problèmes respiratoires, voici quels sont les dangers d'un poêle à bois. Absolument. Là, on te dit, OK, tu as plus de chances de faire de la bronchite chronique, tu as plus de chances de faire de l'emphysème. Quelles sont les conséquences de ça, de ça, de ça? Puis là, toi, tu prends ton choix après. Mais tout à fait d'accord avec le fait que oui, il faut informer comme tel. C'est un peu la façon de faire un comparatif puis de dire, ben ça tue plus que ça. Ouais, mais dans quel pourcentage? Puis c'est quoi la pertinence de savoir que ça tue plus que ça? Qui sont à risque et informons le public. C'est un peu plus ça. Ça, c'est de l'intelligence médiatique, je pense, puis on en manque cruellement ici. Là. Fait que c'est du ça revient à dire ça. Là, comme les articles qui disent, mettons, les cas de coqueluche ont augmenté de 6000 % cette année. Ouais, mais par rapport à quel chiffre? Parce que si, mettons, je sais pas, là, j'invente un chiffre, mettons qu'il y en a eu 2 l'année passée, ben 6000 %, je pourrais en mettre, mais c'est quoi, genre je sais pas, une vingtaine, quelque chose comme ça, va du crime. OK, là, ton 6000, elle est pas mal moins grave que ça, mais tout est une question de perspective, j'ai l'impression. Parce que là aussi, avec tout ça, puis la peur de qu'est-ce qui peut tuer, là, c'est quand on se rend compte que le film Demolition Man, c'est commencé comme un film, de plus en plus un documentaire. Avec Wesley Snipes et Sylvester Stallone. Sérieusement, ce film-là, vous le réécoutez aujourd'hui, c'est quasiment... c'est encore dystopique, mais ça se rapproche davantage de notre réalité du politiquement correct que tout. Si vous vous en rappelez, là, c'est comme des ordinateurs qu'à la seconde que, mettons, tu dis une insulte ou une injure, là, tu as un petit ordinateur sur le coin d'humeur... Joey Obey, you are filed 1 credit for the violation of the biology statute. Tout ce qui n'est pas bon pour toi, là, chocolat, sel, blablabla, tout est banni. T'as comme des amendes de ça parce que c'est contre le politique, c'est contre ce qui est bon pour toi. Ça a tellement bien vieilli, ce film-là. On sait-tu c'est qui était le scénariste de ce film-là? Parce qu'on oublie souvent, on parle toujours du réalisateur, on parle toujours du producteur, des têtes d'affiche, Stallone, etc. Mais on oublie que souvent, les génies, c'est les scripteurs, ceux qui écrivent le script, qui passent à l'ombre. Puis à travers ces gens-là, comme tu as des grands écrivains, un peu comme Michel Houellebecq, là, qui est un écrivain qui pas sur le plan de la magie, mais qui est capable de prédire un peu. Il y a comme une intelligence prédictive du futur sans que ce soit de la magie. C'est juste une forme d'intelligence un peu plus avancée que le commun des mortels. Mais parmi les scripteurs qui sont complètement des no-names dans les films, t'en as un peu, les Simpsons, t'as des scripteurs des Simpsons qui sont des génies là, de la prédiction intelligente de l'avenir en fonction des données qu'on a actuellement. Il y a un peu de vrai pour ça. Il y a un peu de vrai pour ça, mais j'ai l'impression que la raison pour laquelle tout le monde n'arrête pas de dire les Simpsons l'ont prédit, c'est qu'ils ont tellement parlé d'absolument tout que par définition, tu n'as comme pas le choix de piler sa peinture à un moment donné. Je pense que c'est plus ça. Autant il y en a certains, je pense, qui ont vraiment prédit, mais à ce temps, je trouve vraiment ils ont tellement tout parlé, ils ont tellement à force. Mettons, American Dad ou je sais pas, mettons, Family Guy, il ferait 50 saisons. À un moment donné, on se dirait Family Guy a prédit ça. À un moment donné, ils ont touché à tout, littéralement. Les scénaristes, Karim, il y en avait 3. Il y a Peter M. Lenkov, Robert Renaud et Daniel Waters qui ont fait le scénario de Demolition Man. Alors, il faut lever notre chapeau. Écoute, Keta, je ne sais pas si tu avais un mot là-dessus. Je sais que les autres ont embarqué. Non, par rapport à Simpson, non. OK. Non, pas nécessairement les Simpsons. Pour continuer la question des traditions, justement, Alicia, Serge, Karim, je ne sais pas si vous n'avez que de votre côté. Moi, j'ai pas vraiment de tradition, mais c'est pas par... j'ai essayé d'avoir des traditions. Ça n'a jamais tenu. Là, je voulais écouter genre Die Hard à toutes les années. Puis genre, le film de Noël. C'est ça.
Christmas commence pas tant que je vois pas, genre, le gars tombé dans Academy Plaza, mais ça, j'ai pas toffé. Il y a une année, j'ai dit, ouais, à tous les décembre, je vais commencer, je vais écouter toutes les Star Wars. Je suis un fan de Star Wars quand même. Genre, du début jusqu'à la fin, genre, tout ce qui est canon. Tu oublies ça, il y en a même trop, là, je suis plus capable. Fait que j'ai arrêté ça aussi. Fait que. Puis on a une couple de pattes au travers, là, acolyte, là, c'est-tu assez mauvais à ton goût? On pourra en parler longtemps, Mass. Alicia? Non, très plate, j'en ai pas. Chez nous, ben, on est une petite famille, fait que le temps des fêtes, ça a toujours été pas tant grosse tradition. Fait que je te dirais, à part ramasser les sandwichs pas de croûte là, qui restent du buffet, puis le lendemain matin, les flipper dans la poêle là, avec un petit mimosa, là, je te dirais qu'il n'y a pas de tradition. Là. Ouais, c'est un classique. J'entendrais des souverainistes qui arrivent. Ils sont en train de perdre nos traditions. Il n'y a personne qui a grand-chose pour leurs affaires. Pis tout. Non, mais je pense que le simple fait, mais ça, c'est plus des traditions extra, comme je dis, très personnelles. Là. Mais tu sais, c'est pas grand-chose. C'est moi qui mon gâteau ou quoi que ce soit. Mais tu sais, juste le fait de se rassembler, je pense que c'est déjà pour beaucoup de personnes, ça fait partie du truc. Là, personnellement, il y en a qui, tu sais, de toutes les fêtes de chaque année, tu sais, qu'on parle de Pâques, Halloween, Action de grâce, pour nos amis américains, Thanksgiving ou Noël. Moi, personnellement, Noël, j'ai toujours été ma préférée. Là. Il y en a qui disent « Ah non, je préfère plus l'Halloween ou quoi que ce soit. » Il y a comme une genre de... J'écoute un podcast que c'est comme la moitié des podcasteurs, c'est comme dans le camp Halloween, là, sont dans le camp Noël. C'est comme l'éternelle guerre entre les deux, genre fuck Noël, go Halloween. Mais j'ai toujours préféré vraiment ça parce que c'est vraiment, ça rend son propre thème, sa propre couleur. C'est tout on voit des gens qu'on voit pas souvent dans le restant de l'année au niveau de la famille aussi. Des fois pour des raisons positives que pour des raisons négatives. Là, tout dépend des familles. Là. Moi, c'est majoritairement positif. Je suis quand même chanceux. Mais non, c'est ça. Fait que... Non, mais c'est ça. C'est comme moi, mettons, Noël, c'est tout le temps dans la belle famille. Puis c'est toujours été dans les petits soupers, mais là, comme tu dis, la famille a grandi. On est rendu avec 2 nièces, donc deux petites filles entre 16 et 13 mois. Donc, la famille grandit. Donc, dans les prochaines années, ça va être un peu plus vivant avec les enfants. Puis ils vont être un peu plus conscients de ce qui se passe. Fait que ça va être quand même assez intéressant, Noël, là, dans les prochaines années. Là. J'ai vraiment hâte. J'essaie de travailler pour enlever ma bedaine, mais je vais peut-être faire quand même le Père Noël dans les prochaines années. Au pire, je peux me donner un oreiller, tu sais. Ouais, une petite affaire comme ça marche numéro 1. Autre question, peut-être autour de la table aussi. Mais regarde, on reste dans le thème de Noël un peu. Plus nouvelle année. Moi, j'ai pas répondu. Ah, excuse, carré, mais moi. Mais ça va être plate aussi parce qu'il y a des traditions, mais rien qui. Parce que ta question initiale, c'était est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire en dehors de la dinde puis de la tourtière, des trucs comme ça? La réponse, c'est non. De notre côté, juste pour terminer le tour de table, jadis, on allait toujours à Chicoutimi parce que c'est là où on a grandi, puis mes parents demeurent encore là. Maintenant, on s'est plus centralisé autour de la Rive-Sud. Moi, je demeure sur la Rive-Nord de Montréal, mes parents à Chicoutimi. Mon frère demeure sur la Rive-Sud, puis on se rassemble chez mon frère. Puis, ça ressemble à quoi? Ben, la famille est là, c'est assez traditionnel comme tel. Ce qui est particulier, c'est que c'est du sarcasme de A à Z, moi, mon frère. C'est un peu ça qui est particulier, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1% qui est au premier degré, puis tout le reste, c'est uniquement des phrases, des paraboles. Puis, ça doit être magique, votre réveillon de Noël. Ça ressemble vraiment à ça. Par contre, je pense que Frank achèterait des billets pour participer. Mais tu sais, moi, j'aime bien ça, l'argent. Hein? Pour un 50$, je pourrais le laisser rentrer. Il y aurait le menu de base à la table des enfants. Là, c'est ça, exactement. Puis après ça, t'upgrades. C'est ça, la table des adultes, c'est 150. Exactement, 150. Si tu veux une deuxième portion, ben là, c'est 300. En tout cas, Karim, tu as répondu à ma question. Tu viens du Lac-Saint-Jean. J'avais cru reconnaître l'accent. Quand tu as dit Chicoutimi, j'avais réellement raison, finalement. Il y a des gens que ça part facilement. Il y a des gens qui vont à Paris 2 semaines, puis finalement, ils reviennent avec l'accent français, puis ils ne le perdent jamais de leur vie. Moi, ça fait depuis que j'ai 19 ans que je suis parti du Saguenay. Ça n'a jamais parti. Moi, j'ai encore mon accent du bas du fleuve et j'en suis très fier. Ben oui. Alors, moi, je trouve ça spécial. Autant que j'en ai un aussi, malgré que c'est ça, dans mon cas, c'est plus, je vais dire Appalaches que bas du fleuve, mais quand même, je voyais souvent parce que
une tradition donc, que je peux dire nécessairement, malgré que c'est pas. Il y a une époque où c'est que je dirais mes arrière-grand-tantes, grand-tante, grand-oncle, mais ça, c'est mon oncle, ma tante, on avait comme deux clans. Tu avais ceux de la rive sud de Montréal, puis tu avais ceux de Montmagny aussi que mes parents habitent, et autres à l'époque, mes grands-parents, etc. Puis tu avais, à chaque année, c'était une année, ils nous recevaient chez eux à Montréal, puis l'année d'après, c'est nous autres qui les recevaient à Montmagny pour Noël, le jour de l'an. Et c'est drôle, quand je voyais mes cousins de Montréal, puis j'aurais dit, hey, t'as un accent, t'as pas d'accent pantoute. Finalement, quand je les entendais parler avec leur accent montréalais, tu sais, mettons, les arrête, tu sais, par chez nous, étrangement, mettons, c'est à la cour d'école, quand on se lançait on faisait de la guerre de la neige, on se disait des batailles de mottes de neige, puis l'autre, tu disais des batailles de boules de neige. Non, c'est pas une boule, c'est une motte. Tu prends ça à terre, puis t'entends ça, puis c'est ça, c'est loin d'être une boule, mais c'est ça, tu lances ça par-dessus. Des affaires comme ça, tu sais, mais c'est le fun. C'est vraiment le côté régional, le côté vraiment unique, quoi que ce soit. Comme Serge, il y a la version terrebonnienne, au Repentigny, je devrais dire, davantage. Mais je viens de Québec à la base. Hein. Moi, j'ai passé 30 ans à Québec. Mes parents sont de l'ancienne Lorette, fait que j'ai déménagé à Montréal en 2012. Exactement le même jour où j'ai déménagé à Montréal que Pauline Marois devenait premier ministre du Québec. Exactement le même jour. Y a-t-il une corrélation? Un peu comme Frank. S'il y en a une, je m'excuse. Un peu comme Frank quand il s'en va en voyage à l'étranger, quand il avait été au Royaume-Uni, la reine Elisabeth était morte. Quand il est allé en Europe l'automne, je pense que c'est le printemps passé, le chef de l'Iran était décédé. Il y a tout un genre de truc énigmatique autour des vacances de Frank. Il arrive tout le temps de quoi de gros toutes les fois qu'il y va. Y a-t-il un accent à Québec? On a-tu un accent? Certains diraient que oui. Ouais. Ben, c'est souvent, en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est plus les autres ont un accent, ils nous écoutent parler, par définition, ils pensent qu'on a un accent parce qu'on n'a pas le même accent qu'eux autres. Oui, mais c'est peut-être nous autres qui en ont un. C'est plus ça que j'ai l'impression qu'il y a que nécessairement qu'il y a un accent. Baleine. Ouais, là, les baleines, ça, c'est... Ouais. Poteau. Les poteaux. Oh, les poteaux. Ouais, même les noms de famille. Ma grand-mère, c'était par notre chez nous, c'est une Godreau, mais dans un bout du Québec, c'est les Gaudreaux. Non, c'est Godreau. Écoute, les boulets à Montmagny. Ah oui, les boulets, ben oui. Est-ce que tu dis Jerry Boulet? Mais non, tu dis Jerry Boulet. Je m'assinais avec eux autres, mais moi, à Montmagny, c'était tous des boulets. Alors, ben non, mais c'est Jerry Boulet, pas Jerry Boulet. Non, mais moi, je crois que la question, c'est justement ça. C'est ce qui rend ça bizarre. En fait, toi, tu penses jamais que tu as l'accent. Quand tu vas ailleurs, parce que eux, là, les Montréalais, peut-être diront qu'ils n'ont pas d'accent, mais quand ils écoutent quelqu'un d'autre, ils disent c'est toi qui as l'accent. Et l'autre aussi dit c'est toi aussi qui as l'accent. Tu vois, c'est un peu quand même bizarre parce que chacun se concentre sur son centrisme, en fait. Ça doit être la même réalité qu'il y a au Niger ou à d'autres places comme ça. Tu sais, des populations plus de différentes régions. Parce que la quantité d'ethnies qu'il y a en Afrique, peu importe, au-delà même des pays, ça doit être fou, la quantité d'accents et même de dialectes qui se parlent sur le terrain là-bas. Ouais, c'est fou la même chose. Même entre Africains aussi, les accents ne sont pas les mêmes. Là. Le francophone, quand un Ivoirien te parle, si tu es de notre pays, tout de suite, tu sauras tout de suite que c'est un Ivoirien. Quand un Sénégalais parle aussi français, si tu n'es pas Sénégalais, tu comprendras que c'est un Sénégalais parce qu'il y a l'influence des langues nationales sur le français. Même moi, personnellement aussi, moi, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'autres pays que... enfin, mon accent n'est forcément pas québécois, il n'est pas français, c'est évident. Mais en Afrique aussi, c'est difficile de dire, OK, c'est cet accent de ce pays-là. Parce que justement, avec ce changement de pays, c'est ce qui fait. Ouais, pour répondre à ta question, en Afrique aussi, les accents, il y en a beaucoup. Avant des pays. Ben oui, absolument. C'est ça. Bon, à ce temps que Karim est fait, on pourra passer à la prochaine. Mais en fait, c'est ça. Pour une nouvelle année, avez-vous une résolution? En fait, avez-vous prévu une résolution / plan pour 2025? Avez-vous dit, genre, 2025, je veux faire ça? Je sais pas si Karim veut dire qu'il veut faire son Ironman à Dallas, au Texas, cette année, ou je sais pas, dans un coin personnel ou quoi que ce soit, ou même uniquement... c'est pas obligé d'être sportif ou quoi que ce soit, mais vraiment dans tout. Moi, personnellement, j'avais commencé il y a environ 4 mois, mon entraînement au gym, justement, avec le cours de cardio-box que je fais, puis de me remettre en forme un peu. Fait que
le but, j'ai comme un poids idéal que je vais essayer de viser pour la prochaine année. Là. Autant que là, la forme va mieux, mais le poids ne baisse pas tant que ça. Fait que là, on va plus se focusser là-dessus. Peut-être en changeant quelques petites affaires ici et là, mais là, on vise à être davantage minceur. Fait que moi, ma résolution de 2025, c'est ça. Puis vu que j'ai payé mon abonnement 1 an au gym, ben, je ne ferai pas comme bien du monde, puis je n'arriverai pas en janvier, puis je vais disparaître en février. On va continuer jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres aussi à la gang. Ouais, toutes les années, j'essaie aussi de perdre du poids, comme je dis. on verra si je vais être capable, mais j'ai pas d'abonnement au gym. J'ai un tapis roulant ici. Mais moi, je disais, un de mes objectifs, c'est peut-être un objectif plus de carrière. C'est que. Ouais, ça peut n'importe quoi. Là. Non, c'est ça, mais tu sais, je dis, comme mon employeur à la base, il est allemand. Puis j'essaie d'apprendre l'allemand. C'est vraiment pas facile. Mais tu sais, genre, moi, j'aimerais vraiment ça. Pardon? C'est un gros contrat, ça, mon ami. Ah ouais, c'est un gros contrat, mais tu sais, j'aimerais ça, j'aimerais pas ça, de vraiment être capable de dealer quelque chose avec ma compagnie, aller faire un 3 mois en Allemagne là, ou en Autriche. Ça, j'aimerais vraiment ça. Là. Genre un stage ou quelque chose, un projet spécial de 3 mois, là, j'aimerais vraiment ça. Durant l'Oktoberfest, ça serait parfait. Hein, je suis déjà allé à l'Oktoberfest. OK. Ah, non, j'étais chaud. Ça fait au moins 20 ans, 25 ans quasiment de ça, là, mais la seule affaire que je savais, c'est qu'avec un de mes chums, on allait en Allemagne. La seule affaire qu'on savait, c'est qu'on allait à l'Oktoberfest, on avait nos billets, puis après ça, on est parti avec notre backpack, pour des chars, on s'est promené un peu partout, mais une bière, c'est 1 litre, là. Je sais, t'en prends 2, 3, puis t'es paf, surtout que j'ai pas une grosse tolérance à l'alcool, là, mais surtout que la bière, je pense, c'est quoi, c'est 16 ans l'âge de boire en Allemagne? Je sais pas, mais... Ouais, c'est ça. Je sais que la fois que j'étais allé avec mon ami, là, j'avais tout pris en note, là, toutes les sortes de bières différentes que j'avais pris. Là, je pense que j'étais rendu à 55 après genre 1 mois, 3 semaines. Ben c'est ça. C'est plus qu'une par sorte, tu sais. Fait que... Un trip que j'aimerais faire, puis un de mes amis, parce que, regarde, je vous fais une petite nouvelle, je refais une dernière fois le Parlement étudiant du Québec pour cette année. Ça va être du 2 au 6 janvier à la SNAT. Je l'ai fait une dernière fois, puis un de mes camarades de mon équipe, justement, au Parlement m'avait raconté ça. Il me disait, écoute, je suis en train d'organiser ça avec mes chumés. Il dit, on a le goût, c'est sûr qu'en même temps, on s'entend que tu sois prêt à engraisser, là. On veut faire un road trip américain, mais gastronomique. Si on veut vraiment aller manger de la pizza à New York, aller passer en Floride un peu ici et là, aller manger de la jambalaya puis du gumbo en Alabama puis en Louisiane puis de l'alligator pané puis remonter après ça puis sérieux, je me dis je veux participer à ça, ce serait malade, tu sais, le steakhouse au Texas, tout, ça serait une aventure culinaire extraordinaire là, en plus d'avoir du pays et tout ça, fait que ça serait de quoi de trippant. Ça, j'aimerais ça faire ça à un moment donné. Si tu vas au Texas, faudrait, moi je suis jamais allé, c'est ma bucket list, mais ça achève la bucket list parce que c'est de visiter Snow Barbecue à Lexington au Texas. Okay. J'avais vu cette place-là, il y avait un spécial sur Netflix de barbecue. Puis la barbecue master, elle a 85 ans. Puis genre, elle travaille à temps partiel, genre dans une école comme concierge. Puis le vendredi soir, elle part, elle va à Snow. Toute la nuit, elle grill, elle fait du barbecue. Puis le samedi matin, c'est la seule journée que ça ouvre. Puis genre, ils vendent du barbecue jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Ah, c'est nice. Je vais essayer de trouver une vision parce que là, avec la gang qu'on est, c'est plus top de se voir un peu. The Beautiful Sensei vient juste d'arriver. Ben oui. Attends. Vous me direz si vous m'entendez bien. Je suis complètement dans ma voiture présentement. C'est super cute sur Internet. Un peu, je vais m'en placer à la face. Et voilà. Recadrer légèrement. Là Pascal, regarde la route. Un peu. Mon doc face de l'année. J'ai oublié mon chapeau en plus. J'avais tout emmené mon chapeau. I am a fail. Et bonjour tout le monde. Salut la gang. Justement, on est en train de parler de ça. La question qu'on se posait à la gang, c'est justement, on a parlé un peu un matin, mais nos résolutions pour 2025. Dans n'importe quel domaine, Pascal, dans ton cas, t'as-tu un nouveau mont à aller grimper, une nouvelle compétition à faire, de quoi de plus personnel? Tout ça mélangé. Moi, c'est le temps de l'année où je triple le plus, parce que c'est le temps de l'année où je commence déjà à meubler ma prochaine. Moi, quand le mois de novembre arrive, je commence à contempler ce que j'ai fait. Comme on a parlé dans le podcast, là, 2 semaines, tirer les leçons de ce qui a moins bien été, me donner des petites tapes dans le dos rapides, pas trop longtemps, pour ce qui a bien été. C'est important aussi de se féliciter, d'être fier de ce qu'on accomplit. Puis
puis de regarder en avant pour pouvoir être mieux dans nos approches, puis voir comment l'année pourrait se meubler d'objectifs. Je dirais, moi, mon objectif premier, ça va être de monter le mont Fuji au Japon en juillet-août, puis d'aller monter une deuxième montagne, le mont Okada, je pense, dans les Alpes japonaises, près de Nagano. Ça, c'est mon gros défi. Présentement, je suis en train de prendre des cours de japonais. Fait que c'est un peu... moi, mon approche, c'est ça. C'est comme mon défi, apprendre mon japonais, aller là-bas, monter ces montagnes-là, faire mes recherches. C'est le trip du voyage, comme on a déjà parlé, toi puis moi. C'est quasiment moins rendu sur destination. Moi, ce que j'adore, c'est du moment que la prise de décision jusqu'à l'arrivée, c'est, tu sais, si tu décides de vraiment t'investir dans l'aventure, c'est vraiment tout l'apprentissage que tu fais là-dedans, puis les gains culturels, ton voyage, il est déjà payant, puis t'es même pas encore dans l'avion. Fait que je te dirais, côté voyage, aventure, c'est pas mal ça mon défi de l'année. Ça fait des années que je veux. J'étais supposé y aller avant la COVID, en fait, là, puis j'avais mon billet d'avion, puis 2020 est arrivé. Fait que c'est comme mon revenge trip. Puis côté personnel, en même temps, c'est un peu profond ce côté-là, mais c'est une promesse que j'avais faite à mon père, littéralement sur son lit de mort pour vrai de vrai, malheureusement, quand on l'a perdu au cancer. J'y ai promis que j'allais porter une partie de lui sur le mont Fuji. Fait qu'on j'ai une petite fiole. Ça va être un moment qui va être un peu intense, mais je le laisse aller rendu au sommet. Fait que y a ça. Côté personnel, je te dirais, moi et ma conjointe, on s'est dit que dernier trimestre de 2024, on s'essaierait pour le numéro 1. Fait que mais pour ça, il va falloir qu'elle arrête de pleurer à chaque fois que je me déshabille. Ça, c'est la première étape. Elle est tout le temps en position fétale dans la douche après, puis là, elle plate. Elle y faut rire. Mais tu sais, je me place mal dans ces émotions-là. Je me place mal. Pascal. Juste rapidement avant, parce que Keita doit nous quitter, je voulais se le laisser, c'est l'occasion de lui dire au revoir, faire ses babayes, parce qu'il doit nous quitter, il y avait un empêchement pour ça. Mais écoute, merci beaucoup, Keita. Merci de ta participation pour En toute liberté cette saison. C'était vraiment le fun de parler de géopolitique, justement, africaine. C'était vraiment nice avec toi. Puis, pour ceux qui ne savent pas, ça a un peu tombé out of nowhere. J'ai rencontré Keita quasiment la dernière journée qu'on travaillait ensemble à un hôtel de Québec. Moi, je commençais, lui, il finissait. Ça a fini sur une conversation de parler de politique. On a gardé contact par la suite. Fait que c'était vraiment une belle rencontre. Fait que, écoute, merci beaucoup, mon cher. Ben, merci à tous. Je t'entends pas. Ça fait un plaisir de vous rencontrer tous aujourd'hui là, et j'espère qu'on en aura aussi à l'occasion une autre fois. Merci vraiment et je vous souhaite une excellente émission. On le trouvera certainement une autre occasion. Yes, merci Keita. Merci à toi. Bonne Noël, bonne année à toi. Bye bye. Ouais, des traditions, Karim, pas tradition, mais en fait, dans les résolutions, Karim, t'as-tu quoi de prévu de ton côté? Ça peut être n'importe quelle résolution, je rassure, j'ai pas l'intention de switcher à la CAQ. Je sais que je parle bien. Karim, candidat à la CAQ en 2026. Ça aurait été vraiment, genre, ça aurait mérité un roman d'Agatha Christie. Tu es président de la Compol du PCQ depuis quasiment tout début, flip-flop à la dernière seconde, candidat vedette de la CAQ en 2028. Parce qu'il y a trop d'affection pour un personnage qui s'appelle François Legault. Ça n'arrivera pas. Okay? Ça n'arrivera pas. Écoute, c'est super basique parce que quand j'ai fait le... Puis tu sais, t'avais bien saisi, parce que sur le plan politique, personnellement, j'ai pas d'ambition. Les choses arrivent, y arrivent, c'est tant mieux. Mais tu sais, c'est vraiment... C'est un sideline pour moi, puis écoute, là, on voit qu'est-ce qui arrive. Sur le plan professionnel, les choses vont bien, tout ça. Tu sais, est-ce que j'ai des... Pour la prochaine année, là, juste de... Il n'y a rien de particulier. Par contre, t'avais bien saisi. Parce que tu sais que je fais là, des demi-Ironman depuis une couple d'années. Mais là, c'est très basique ce que je veux faire. Je veux nager, la portion de la nage, je veux la faire en moins de 45 minutes sans wetsuit. Bon, c'est juste ça. C'est assez simple. Si dans l'année, si tout reste stable, puis dans l'année, je suis capable de faire ça, on va dire, ouais, mais c'est bien basique, le gars, il veut... Non, mais les résolutions, c'est comme... faut jamais... C'est comme ça. C'est comme ça parce que quand même, tu sais, améliorer tes temps sur la nage, parce que c'est très technique, la nage, puis souvent, quand tu nages pas à la vitesse que tu voudrais nager, c'est qu'il y a une question... Oui, tu
as une question de forme, mais c'est très technique. C'est pas comme améliorer ton temps à la course, c'est beaucoup plus basique qu'améliorer ou améliorer ton temps à vélo. La formule mathématique pour y arriver, elle est beaucoup plus simple. Tu sais, je veux dire, tu as une augmentation de ta puissance et tu as une augmentation de ta puissance aérobique maximale et une perte de poids. Tu sais, les deux en même temps, bang, t'améliores. La nage, c'est pas si simple que ça. C'est que tu as souvent une technique. Dans ta technique, il y a quelque chose qui fait en sorte que tu as de la misère à continuer à progresser. Puis améliorer cette technique-là, ben c'est compliqué. Fait que c'est juste ça, parce que le reste va quand même relativement bien. Puis stabiliser le reste. Puis s'il y a des bonnes choses qui arrivent, tant mieux. Mais ça, c'est un objectif. Fait que si tu en as juste un dans l'année, c'est plus facile à atteindre que si tu en as 10. C'est sûr. José? Écoute, je vais continuer à faire des cours de Jiu-Jitsu. J'ai commencé ça au mois de septembre. Puis je peux te dire que. Oscar va être content. J'étais vraiment pas en forme. Puis en plus de ça, lorsque tu commences ça, ben, tu sais, moi, j'étais un gars, ça fait au moins 30 ans, je fais des poids haltères. Fait que quand je suis arrivé là, j'y allais avec mes instincts, mais j'étais brûlé après 3-4 minutes solides. Là. Puis là, j'ai compris que c'était beaucoup plus de technique que de force, malgré que la force m'aide à bien des égards, mais sauf que l'essentiel, c'est de la technique. Fait qu'il a fallu que je parte à la base. Mais en même temps, je me suis mis à triper à faire ça, sincèrement. Là, je n'ai pas été cette semaine parce que j'ai pogné une grippe d'homme. Là. J'ai été pas mal malade cette semaine, mais j'ai adoré faire ça. Donc, je veux continuer à faire ça en 2025. Puis pour le reste, je vais continuer à m'entraîner. Ça fait partie de mon ADN depuis que j'ai l'âge de 15 ans que je virole là-dedans. Puis ça, j'ai mes équipements à maison. Ça fait que moi, j'ai juste à traverser la porte pour faire du bench press. Puis c'est le bonheur total. Pour le reste, je ne peux pas te dire. Là, je prends ça au jour le jour. Ma santé est quand même bonne, mis à part cette semaine. Puis je vais continuer à suivre l'actualité. Excusez. Ça rentre dans le thème. Alicia? Quelque chose de super basique et très personnel, je dirais, d'avoir des meilleures habitudes de vie, en fait. Pas que j'ai des mauvaises habitudes, là, mais d'être plus constante. J'ai de la difficulté avec ça. T'sais, souvent, j'ai bien de la motivation pour des choses, puis je commence, puis ça perdure pas dans le temps. Fait que je te dirais, ça, c'est un de mes défis, puis je compte bien l'attaquer en 2025. Puis sinon, voyage de prévu, là, est-ce que ça va avoir lieu? On essaye, là, mais un trip de voilier, en fait, notre voisin de quai à la marina, eux autres, ils sont partis à la fin de l'été pour aller passer l'hiver au chaud au Bahamas. Puis, ils ont dans leur plan, évidemment, de revenir au printemps. Fait qu'ils ont besoin là, de gens pour aller les aider à ramener le bateau, là, en fait, des Bahamas jusque monter sur la côte est américaine. Fait qu'on s'était mis ça comme petit projet là, d'aller les rejoindre en avion. Puis, évidemment, si la fenêtre météo le permet avec nos vacances et tout ça, donc de remonter le voilier avec eux autres quelque part sur la côte est. C'est combien de temps de remonter à peu près? Ça dépend où tu vas. Évidemment, si on part de l'île la plus au nord là, des Bahamas, mettons juste à traverser en Floride, là, on parle peut-être un 24 à 48 heures que tu es vraiment là en pleine mer, là, en fait, avec rien autour. Mais sinon, c'est ça dépend vraiment de où tu t'en vas. Là, fait que, dépend du vent aussi, hein? Oui, c'est ça, de la fenêtre météo, parce que c'est ça, nos vacances sont bookées, mais si jamais il n'y a pas possibilité de partir dans ces dates-là, en tout cas de traverser pour eux autres, bien évidemment, ça n'aura pas lieu. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est quand même incertain là-dessus. OK. Ah, c'est vraiment nice. Pascal, tant qu'à t'avoir, justement, il y avait d'autres questions avant que tu arrives que je vais te poser en rafale un peu. Peut-être que tu vas pouvoir répondre comme tout le monde aussi. Ton meilleur moment de l'année, ça peut être sur n'importe quoi, personnel, politique, whatever, de quoi que ce soit. T'as-tu un genre de coup de cœur qui est arrivé cette année qui te tient à cœur? Oh, wow! Maudite bonne question, man. Je pense que j'en ai 3. Rapidement comme ça, là. Professionnellement, c'était la création de mon parcours de mobile d'obstacles. Ça a été une initiative que vraiment m'a pris de court. Je l'ai parti suite à un projet que la ville de Sainte-Julie m'avait donné de produire leur première course d'obstacles municipale. J'ai étendu le service, puis ça l'a explosé. Fait que moi, ça a été un changement de réalité assez radical. Je te disais que côté personnel, c'est sûr, c'est la rencontre de ma conjointe au mois de février. Ça aussi, c'est un game changer. Je te dirais, un de mes plus beaux moments, ça va l'air nono, mais sérieusement,
j'aime, à force de se donner des défis puis d'avoir un style de vie, dans ce sens-là, je trouve ça le fun d'avoir tout le temps des années bien remplies. Fait que j'ai plein de beaux moments pour vrai. Je te dirais, je finirais peut-être rapidement, parce que j'en aurais une liste, là, mais de voir les yeux à ma blonde à Disneyland quand je l'en ai là pour la première fois. Puis parce que je suis allé là, moi, c'est 5, 6, 7, 8 fois. Ça faisait des années qu'elle n'était pas allée dans un parc Disney. Puis de voir ses réactions en rentrant dans les attractions, moi, ça a été mon voyage. Surtout, vous avez déjà fait l'attraction Rise of the Resistance. Si vous êtes des fans de Star Wars, Joey, tu dois connaître ça, toi? Star Wars? Ou je suis trop vieux? Puis toi, t'es dans la génération des Lord of the Rings. Oh non, j'ai connu Star Wars aussi, t'inquiète pas. Il y a ça, puis je te dirais, il y aurait notre rando extrême qu'on a fait dans le Grand Canyon. Donc, on est parti de Rim to River to Rim dans la même journée. North Rim à la rivière Colorado, de retour sur North Rim à 45 degrés. Moi, ça a été une des randos les plus extrêmes que j'ai fait de l'année. Ça a été vraiment de la gestion, de la gestion d'émotions, de fatigue, de déshydratation, tout ça mélangé. Moi, ça a été vraiment une belle aventure. Puis, c'est d'être rendu en haut, parce qu'évidemment, c'est comme une anti-rando. Au lieu de commencer en bas, tu montes en haut, tu commences en haut, tu descends en bas. Fait que c'est la deuxième partie qui est encore plus souffrante. C'est de se faire dire par les gens qui passaient après qu'on aurait dû faire ce qu'on venait de faire en 2 jours. ça, c'était cool. On a survécu, puis je suis super fier de nous autres. Fait que je te dirais, c'est ces 3 moments-là pour moi. Bonne question. Nice. Puis, as-tu une petite tradition de Noël plus personnelle que tu fais durant le temps des fêtes avec la famille ou de quoi de personnel? Tu sais, comme moi, comme j'ai raconté avec toi matin, je fais mon gâteau de mon bord, mais il y en a qui font d'autres choses. De ton côté, as-tu de quoi de similaire ou de quoi de plus perso que tu te dis je vais à telle place ou je fais telle affaire ou à part le classique qu'on fait tout là? Ouais, je suis chanceux d'être le plus vieux d'une famille de 4 enfants. Fait que mes parents, surtout ma mère, ont fait beaucoup de travail dans la culture familiale, que les fêtes, surtout la fête de Noël, ça soit quelque chose qui est important. Je te dirais, moi, je suis de la génération qui, quand Ciné Cadeau commençait, c'était le début du temps des fêtes pour moi. Fait que c'était regarder tous les vieux Lucky Luke, les vieux Astérix avec mon père. Ça, c'était les 12 travaux, hein? C'était un classique. Les 12 travaux, puis tous ceux-là, regarde, des E-Town, le goudron et les plumes, le Grand Far West, c'est pour moi, c'est des classiques. Mais quel âge as-tu, Pascal? 23. Oui, non, mais tu je vais avoir 45. Regarde, j'ai plein de poils blancs. Non, mais t'étais 1980, c'est ça? Oh oui, j'étais un millésime 80. Alors, moi, je suis 79. Hey, on est deux. Okay, voilà, millésime 80. Mais je te dirais, dans les traditions, là, moi, je perdure, c'est qu'à chaque année, je vais acheter une nouvelle maison pour mettre dans le village sous l'arbre. OK. Il coûte à peu près 350 millions de dollars, fait qu'une par année, c'est bien en masse. Les belles coûtent à ce prix-là. On s'est acheté une maison Disney, puis elle coûtait ce prix-là. Fait que c'est une par année, ça va être en masse. Présentement, notre village est inhabité parce que on n'a pas de budget pour les citoyens. Ils vont venir après. C'est ça, build it and they will come. Puis après ça, à chaque année, on s'achète une boule spéciale pour mettre dans le sapin qui nous représente. Ça, c'est nice. Des différents personnages, genre, mettons, un Tortue Ninja, ou cette année, moi, j'ai pris Harry Potter. Ma blonde tripe sur Friends. Fait qu'on met des affaires, des franchises qui nous ressemblent. Je te dirais, à part de descendre à Québec, voir ma famille, passer un peu de temps avec mes neveux, mes nièces, que je vois vraiment trop rarement. On est chanceux d'avoir notre grand-mère qui est encore en vie à 96 ans et qui pète le feu. Fait que, je profite de ces moments-là. C'est pas mal ça. Ça a l'air, des fois, ça a l'air simple, mais des fois, dans la simplicité. Non, mais souvent, c'est ça. C'est ça qui est simple. C'est ça que je trouve qui est vraiment partie de la magie de Noël. C'est la magie de Noël. C'est des boules fraîches. C'est pour mettre dans l'arbre. En parlant de boules de Noël, justement, j'avais un ami que lui avait genre 3-4 perruches. Là, il avait vraiment plusieurs. Puis lui, ce qu'il faisait, c'était vraiment ingénieux. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait, mettons, un kit de boules transparentes de Noël, puis il récoltait, parce que bien sûr, comme n'importe quel oiseau, ils perdent le plume une fois de temps en temps. Des fois, ils en perdent une, des fois, ils en perdent deux. Puis il y avait chacune de ces perruches avait une couleur différente. Il y en avait une bleue, il y en avait une verte, il y en avait une jaune.
Puis il ramassait les plumes, puis il les mettait dans la boule de Noël. Toutes les plumes jaunes dans une boule, toutes les plumes bleues dans une boule. Puis à la fin de l'année, tu avais comme la boule de Noël spéciale de la dite perruche. Puis ça faisait beau parce que justement, ça faisait coloré, vu que c'était comme toutes des couleurs colorées dedans. Puis vu que c'était transparent, je me dis, c'est pas fou. Je trouve que ça, c'est des petites attentions comme ça. Fait que c'est vraiment nice. Puis c'est tout simple à faire. Fait que, chacun ses trucs. Puis c'est ça, on ne juge pas là-dedans. C'est une bonne idée parce que on a beaucoup de perruches, malheureusement, trop. Un peu trop d'animaux ici. Fait que je te trouvais une idée. Il va voir que tu vas faire du déplumage toi-même, on sait. Oui, c'est ça, oui. Mais tu sais, ma blonde est technicienne vétérinaire, hein? Ma blonde est technicienne vétérinaire, hein? On a 4 chats, on est rendu avec un chinchilla, on a 4 oiseaux. Puis ça, c'est une low year, là. On a déjà eu plus que ça. On a eu des souris. Pour toi qui es microbiologiste, c'est merveilleux. Tu as tes cobayes prêts. C'est parfait. Ben oui. Quand elle faisait son cours de technicienne vétérinaire, alors, il travaillait, il y avait un côté plus laboratoire, donc il travaillait avec des souris. Puis là, à un moment donné, elle demande à la professeure quand son cours finit, genre, il fait quoi avec les souris? Bon, ben, on s'en sert pour on nourrit les serpents. Fait que là, elle arrive le soir, elle dit, j'ai sauvé 3 souris. Je suis comme genre, tabarnak. Mais le serpent est mort. Ouais. Fait que, non, il y a toujours entre 8 et 10 affaires ici, 10 animaux, là. Low year, high year. Fait que, il y a bien du monde ici. C'est partie du deal de la relation. Hein? Chacun a des critères différents. Ça vient tout avec un package deal assez unique, mais regarde, c'est vraiment nice. Écoutez, gang, moi, je vais vous laisser parce que j'arrive au bureau la tard, il faut que je fasse la file pour tous les gens qui ont des petits cadeaux en retard, dont je fais partie. Justement, je voulais faire la closure de là, fait que je te pousserai pas plus longtemps, à part vous dire à tout le monde merci. Merci aux auditeurs, merci beaucoup à Karim, à Pascal, à José, à Serge, à Alicia et tous ceux qui ont été chroniqueurs en toute liberté, Keita, Jacinthe, Jonathan, Luce, qui ont été là depuis le début. À l'époque, ça a commencé avec Yann, et je dirais même et moi-même, parce que moi tout, j'ai commencé comme chroniqueur les jeudis en toute liberté. Ça a commencé comme ça. Merci d'avoir été là, d'avoir appris à vous connaître, d'avoir donné votre temps, parce qu'on le répète, en toute liberté, pour tout ce monde-là, c'était de manière bénévole. On ne payait personne de faire ça, puis ça a toujours fait plaisir d'être là, puis de parler de sujets très sérieux, que souvent, ils ont mis beaucoup de temps à faire de la recherche là-dessus, puis ça leur faisait vraiment plaisir d'être là, puis merci beaucoup la gang, merci aux auditeurs d'avoir été au rendez-vous, puis garde, comme dirait un certain Tipoel, je pense qu'on peut se le dire à la prochaine fois. Ouais. Je pense pas que ça va être la fin finale. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Puis comme on dit, le 2025 est une nouvelle année. Fait que sinon, pour vous autres, c'est déjà fait, mais on vous le dit encore pareil. Joyeux Noël tout le monde. Passez une excellente nouvelle année 2025. Restez près de vos proches. Take care. Puis garde, on se revoit une prochaine fois toute la gang. Fait que merci beaucoup tout le monde. Joyeuse fête. Merci. Joyeuse fête, c'était un privilège. Bye bye. Bye bye.